Netflix et Paramount veulent tous deux s'offrir Warner Bros. Pour les studios, on est sur une situation peste ou choléra, mais qui mérite quand même qu'on s'y attarde. C'est parti pour l'actu de la semaine. Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, bienvenue dans la Mardinale Actu JV. Cette semaine, la question sur toutes les bouches, bien sûr, c'est la suivante. Où va donc atterrir Warner Bros. Et à quel point Warner Bros. Games tombera loin du reste? Netflix semblait parti pour gober le groupe entier il y a encore quelques jours, mais c'était avant que Paramount ne déclare une charge agressive en bourse, sachant que le tout se déroule sous le regard du clan Trump qui essaie de se faire un petit billet sur la transaction et d'impliquer ses amis au Moyen-Orient. Pendant ce temps-là, les studios derrière Mortal Kombat, Hogwarts Legacy ou les jeux Lego, se demandent bien ce qui leur arrive. On fera bien sûr le point là-dessus, tout comme on parlera de l'échec relatif mais admis de Call of Duty Black Ops 7, des mouvements sociaux dans le jeu vidéo français, notamment chez Shiro Games, et de quelques autres sujets du moment. Ce qu'on ne fera pas, c'est pronostiquer comme des poulets sans tête à propos des Game Awards qui auront lieu ce soir, aussi bien les annonces que les remises de prix. Pour le résumé des annonces, je vous donne rendez-vous demain dans l'hebdo d'Origami. Allez, c'est parti. Qui prendra bientôt le contrôle du groupe Warner Bros? C'est une question qu'on a l'impression de se poser quasiment en boucle depuis 5 ans, quelque chose comme ça, puisque certes, là, on parle d'une nouvelle acquisition, toute neuve, mais la dernière date de 2021-2022, quand le groupe AT&T et quand le groupe Discovery avaient fusionné pour former Warner Bros. Discovery, dont les rênes avaient été confiées au très flippant David Zaslav. Mais depuis l'an dernier, Zaslav veut découper l'empire à nouveau et isoler les activités télé, les chaînes câblées en galère financière, des business plus juteux comme ceux des studios cinéma et également du streaming, donc Warner Bros, HBO, Max, DC Studios, DC Entertainment, Cartoon Network Studios, et j'en passe. Et puis, d'autres acteurs ont commencé à dire non, on va proposer aux actionnaires de tout reprendre en bloc et toi, tu vas garder Discovery, si ça ne te dérange pas. Les rumeurs allaient bon train. On savait que Paramount Skydance avait pour projet de se porter acquéreur du groupe Warner dans son ensemble. Comcast était sur les rangs également et c'est finalement le moins traditionnel Netflix qui s'est avancé tout début décembre avec une offre massive, 82,7 milliards de dollars pour tout Warner Bros, activités jeux vidéo comprises. Objectif de Netflix, faire valider ce rachat par les autorités et avancer vers une scission complète d'ici le 3e trimestre 2026, et ce avec l'aval, on le rappelle, de David Zaslav et de Warner Discovery, puisque c'est un projet qui a été négocié et qui a reçu l'aval des deux parties. Notez que Netflix a annoncé tout ça sans mentionner une seule fois l'activité jeux vidéo de Warner Bros. Et en fait, il a fallu que des journalistes prennent contact avec des porte-paroles de Netflix pour obtenir la confirmation que les studios de JV étaient concernés également. Déjà, le truc sent un peu le faisandé. Alors évidemment, on pense à Warner, le studio de cinéma historique, et on se demande ce que Netflix peut bien vouloir à un tel catalogue, eux qui n'ont jamais eu le moindre intérêt pour le cinéma d'avant les années 80. Mais Netflix envisage Warner de manière assez différente. C'est Harry Potter, c'est Superman, c'est le succès du film Minecraft, figurez-vous, car oui, c'est un succès. Bref, des succès contemporains de Warner au cinéma. Le projet serait d'ailleurs évidemment de maintenir l'activité en salle de cinéma de Warner, ainsi que l'existence de la plateforme de streaming HBO Max, en tout cas pour le moment. Et on rappelle également les nombreux succès en termes de choix éditoriaux et de séries sur HBO Max. Et là, quand on se dit qu'on a compris un petit peu ce qui se passe, alors que Netflix et Warner Discovery se sont déjà entendus pour faire avancer ce projet de rachat en bonne intelligence, voilà que Paramount Skydance, qui en a gros sur la patate d'avoir été boudé par Zaslav pendant toute la période des négociations, s'invite à la fête et annonce son intention de passer en force, c'est-à-dire de passer sans l'avis du PDG, mais avec l'aval des actionnaires en faisant une meilleure offre directement sur les marchés, meilleure à la fois
fois sur le plan financier, vous allez voir, mais aussi potentiellement sur le plan organisationnel, en tout cas sur la manière de le vendre aux actionnaires. Paramount Skydance ne veut pas juste racheter Warner Bros, mais tout le groupe Warner Discovery, et pour ça il propose l'équivalent de 108 milliards de dollars, ce qui fait un meilleur prix par action pour les actionnaires. Sur le papier, ça ne fait pas de scission à organiser, ça fait donc beaucoup moins de galères potentielles et certainement moins de freins juridiques vers une finalisation du deal, puisqu'on le rappelle, tout ça c'est des projets de rachat, mais pour l'instant ce ne sont pas des rachats actés. D'autant que, on le rappelle, le big boss de Paramount, David Ellison, ainsi que son papa, Larry Ellison, lui PDG de Oracle, eh bien sont des grands amis de Donald Trump, et ça va jouer forcément. Encore plus d'ailleurs grands amis de Donald Trump depuis que Oracle contrôle quasiment 50% des activités américaines de TikTok, grâce justement au vieux Donald. David Ellison, fils donc, a d'ailleurs déjà promis que s'il réussissait le rachat de Warner, la ligne édito d'une chaîne comme CNN, donc chaîne d'infos américaine, allait changer, et notamment changer vis-à-vis du président américain et de sa présidence. Et franchement, on n'est pas bien là. Mais bref, Netflix veut Warner, Paramount veut Warner, aucun des deux ne mentionne véritablement Warner Bros Games comme un asset important de ce rachat. Cependant, les pédigrés en matière de jeux vidéo et de jeux vidéo AAA varient entre les deux entreprises et ça permet déjà de se faire quelques premières idées de ce qui pourrait attendre les studios NetherRealm, Avalanche, Rocksteady, TT Games et compagnie, qui pour rappel sont développeurs de Mortal Kombat, de Hogwarts Legacy, des Batman Arkham, des jeux Lego, etc., etc. Alors commençons par parler de Netflix. Bon bah là, Netflix qui est littéralement en train de retirer ses dernières billes de l'espace jeux vidéo traditionnel après s'y être rapidement impatienté il y a quelques années. Leur studio supposément taillé pour le AAA qui s'appelait Team Blue n'a pas tenu plus de 3 ans, donc pour du AAA, c'est largement pas assez. Tout comme d'ailleurs cette espèce de stratégie autour de lui, une stratégie de jeu à gros budget multiplateforme. Netflix voulait se faire éditeur de jeux vidéo PC console, mais ça ils en parlaient à l'époque et c'est déjà retombé. Récemment, le succès du jeu mobile Squid Games n'a pas empêché Netflix de fermer le studio de développement et Spryfox, un autre studio indé qu'avait racheté Netflix, qui l'avait racheté en 2022, a été revendu à ses dirigeants tout récemment. Donc voilà, aux dernières nouvelles, le président de Netflix Games, qui s'appelle Alain Tascan, ou Tascan, je ne sais pas, parlait d'une stratégie éditoriale sur le jeu vidéo dont le but serait de produire des titres où les contrôleurs seraient les téléphones des personnes réunies autour de la télévision. Donc pas du tout ce que fabrique Warner Games. Et même quand il voulait vraiment s'y mettre, à l'époque où il disait vraiment y croire, Netflix n'a jamais conduit le développement et sorti un jeu dont le budget dépasse les 5 millions de dollars. Donc clairement, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Alors, bien sûr, il y a des optimistes pour penser que justement, quand on n'arrive pas à grandir sur un marché, acheter un immense immeuble historique du dit marché, c'est une stratégie potentiellement gagnante. Et voilà, ces mêmes optimistes pensent que Netflix pourrait tout à fait laisser Warner Bros. Games opérer et faire de l'argent avec les licences Warner sous la direction de ce Alain Tascan, qui lui est un vétéran du milieu et qui vaut certainement mieux que tous les avis en matière de jeux vidéo de David Zaslav et de ses sbires. Alors, pourquoi pas se dire que ça fonctionnerait? Allons-y dans ce monde merveilleux, que ça fonctionnerait et puis qu'un jour, on ouvrirait le sas entre les licences Netflix et les studios Warner, car vous aussi, vous rêvez peut-être d'un jeu K-pop Demon Hunters par les développeurs de Mortal Kombat. On ne sait jamais. Notons cependant que, comme pour Electronic Arts, la structure financière de ce projet de rachat, elle est importante et elle nous informe quelque part sur ce que Netflix pourrait être amené à faire s'ils entraient en possession de Warner Games. Pour s'offrir tout Warner Bros, Netflix s'endetterait à hauteur de 59 milliards de dollars auprès de plusieurs banques, un endettement largement supérieur à celui que Electronic Arts a accepté d'encaisser sur lui-même pour se vendre à ce consortium très saoudien, mais un peu américain aussi. Et donc, ça en ferait d'ailleurs un des plus gros emprunts de l'histoire pour une opération du genre. Je vais me montrer très grossier et très schématique et dire qu'à tous les coups,
Emprunt égale réduction des coûts, égale fermeture de studios, licenciement ou dans le meilleur des cas, revente de studios qui elles-mêmes entraînent souvent aussi des licenciements et des fermetures. C'est à mon sens un élément de compréhension majeur de ce qui est en train de se passer avec ce projet de rachat, d'autant plus quand on a la confirmation que l'absence de Warner Games dans le communiqué de Netflix n'était pas du tout un oubli, mais le reflet sincère de ce qui intéresse Netflix au sein du groupe Warner. Donc, dans le meilleur des cas, si Netflix venait à se séparer de certains studios historiquement Warner, il faudrait que d'autres groupes soient volontaires pour reprendre certains gros studios, notamment ceux qui fonctionnent bien et qui ont vraiment un fonctionnement sain. On pense forcément à NetherRealm avec Mortal Kombat. Mortal Kombat qui est une licence qui continue à marcher extrêmement fort. Le problème, c'est que les racheteurs potentiels, même pour des studios qui vont très bien, ils se comptent de plus en plus sur les doigts d'une seule main. NetEase et Tencent sont en train de retirer leur argent ou en tout cas de geler leurs investissements. Il y en a qui sont dans leur propre réorganisation interne comme Electronic Arts où c'est vraiment pas le moment de venir compliquer les choses. Il y a ceux qui font une indigestion comme Microsoft. Les candidats les plus envisageables là tout de suite seraient plutôt à chercher à mon avis du côté de la Corée avec Nexon Krafton ou de l'Arabie Saoudite avec Savvy Games Group et le PIF bien sûr. Ou à la limite, le dernier candidat potentiel pour reprendre les studios que Netflix ne voudrait pas, si Netflix bien sûr devient vainqueur de cette guerre d'investissement, ce serait Paramount. Paramount qui pourrait toujours se dire « Ok, on a raté notre OPA sur les marchés, mais vous ne voulez pas de ce truc, et nous, si. Donc, trouvons une solution via notre branche Skydance. » On rappelle que c'est Skydance qui a bouffé Paramount, mais Skydance a des activités dans le jeu vidéo, ou en tout cas un petit peu, on en parlera juste après. Parlons justement de Skydance, de Paramount Skydance. Bon, eux, ce ne sont pas non plus des cadors du jeu vidéo, en tout cas pas du jeu vidéo AAA, mais il y a un peu plus d'expérience, rien que parce que Skydance a dans son portfolio quelques jeux VR dont The Walking Dead Saints and Sinners, développés en interne. Sur le papier, ils ont même un développement interne de AAA avec Marvel 1943 Rise of Hydra, même si, on le rappelle, le nouveau projet de Amy Hennig, même si pour l'instant le jeu n'a pas réussi à montrer autre chose qu'une très belle cinématique et plusieurs reports, donc on ne sait pas comment il va. Il y a en tout cas une forme d'appétit pour le jeu vidéo et pour le développement de jeux vidéo à gros budget que n'a plus du tout Netflix chez Skydance. Et qui a été d'ailleurs verbalisé comme un axe de développement futur quand Paramount et Skydance ont fusionné. Vraiment, Paramount a identifié aussi ce qui pourrait se faire en termes de jeux vidéo avec l'expérience déjà acquise par Skydance. Sachant que Paramount et ses filiales sont déjà habitués à licencier leurs propriétés intellectuelles pour le jeu vidéo. Pensez South Park, pensez Nickelodeon, Star Trek, etc., etc. En gros, de loin, et en mettant de côté toutes les questions, bien sûr, politiques derrière Paramount, les gens qui le contrôlent et l'argent qu'ils vont aller chercher pour cette revente, j'ai la sensation que Paramount serait le plus à même de préserver un semblant de stabilité et de statu quo, en tout cas en apparence, pour la branche jeux vidéo Warner Bros. Games telle qu'on la connaît aujourd'hui, certainement avec des ajustements, et c'est un terrible mot pour probablement parler de fermeture et de licenciement, mais en tout cas, des deux, j'ai l'impression qu'entre la peste et le choléra, il y a au moins une de ces deux maladies mortelles qui s'intéresse aux jeux vidéo. Je sais pas comment dire ça autrement, désolé. Donc, statu quo par devant, bien sûr. Cependant, là encore, il faut jeter un œil à la structure financière qui viendrait soutenir ce projet d'opération hostile en bourse pour valoriser tout Warner Bros. Discovery à hauteur de 108 milliards de dollars. David Ellison est allé chercher des promesses de financement venues du fonds d'investissement public de la couronne saoudienne, du Qatar et des Émirats arabes unis. Et l'entremetteur de ces discussions, qui prendra part à la transaction via son propre fonds d'investissement, c'est encore une fois le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, déjà central dans l'opération qui doit placer 93% d'Electronic Arts entre les mains de la couronne saoudienne si ce deal est finalisé. Officiellement, ces affaires à lui sont supposées être totalement étanches de celles du président. Il n'a officiellement plus de rôle officiel dans le gouvernement, officiel, deux fois, dans le gouvernement comme ça a pu être le cas dans le premier mandat Trump. Officieusement, Jared Kushner est encore impliqué dans des négociations gouvernementales au Moyen-Orient
pour le compte de son beau-père, tout en recevant l'injection d'argent venue du Moyen-Orient dans son fonds d'investissement et tout en négociant pour eux l'entrée massive de capitaux moyen-orientaux, mais on va dire qui viennent du Qatar, de l'Arabie Saoudite ou des Émirats Arabes dans l'entertainment américain. Si on rajoute à ça les liens forts entre la famille Trump et les Ellison, on a la recette absolument parfaite du conflit d'intérêts avec option pot de vin pour venir fluidifier la transaction d'un point de vue des régulateurs, le tout avec de nouvelles questions de soft power et d'éthique qui viendront se poser dans l'avenir, mais surtout là tout de suite on a un argument vis-à-vis des actionnaires. Regardez, tout ça, ça se passe sous l'œil approbateur de Trump, qui va probablement essayer de souffler un peu le chaud et le froid en disant « Oh là là, moi je m'occupe pas de ces affaires-là », mais qui a quand même eu le temps de dire « Oh là là, cette acquisition de Netflix, elle m'inquiète un petit peu », parce qu'il sait très bien que le fils de son pote a été très fâché par cette entente autour du rachat par Netflix. Enfin bref, tout ça, ça va être un panier de crabes supplémentaire, et bien sûr, il est question de corruption dans cette histoire. Voilà en gros où on se place pour l'instant. Si Paramount Skydance avance bel et bien vers ce projet d'OPA non sollicité, ce sera aux actionnaires de voter et de trancher. Et dans ce cas-là, il y a quand même de grandes chances qu'ils votent pour l'offre qui est à la fois la plus à même de franchir les questions de régulation gouvernementale, mais aussi la plus avantageuse d'un point de vue tout simplement du fric, puisque on le rappelle, c'est beaucoup plus de fric par action. Autant dire que la conclusion de cette affaire, elle n'est pas pour tout de suite, bien sûr, et que pour les mois à venir, le maître mot restera le même que ces dernières années au sein des studios de développement Warner Games, l'incertitude. Une super ambiance de travail hyper propice à la création. Bon allez, on continue, mais avant ça, bien sûr, je vous rappelle que Origami existe grâce aux personnes qui soutiennent Origami. On est un média indépendant possédé par ses journalistes et financé par son public sur Patreon, patreon.com/origamimedia. Et ce, grâce à vous, tous les mois, ça nous permet non seulement, bien sûr, de faire des émissions comme celle-ci, donc un point actu jeux vidéo par semaine, mais aussi une hebdo où on parle des sorties de jeux vidéo, de l'actu, mais aussi de plein d'autres choses. Et puis également tous les formats mensuels que vous avez peut-être déjà appris à connaître, rétro gaming avec super vieux jeux, culture internet avec Internet Exploreuse qui arrive sur Patreon ce soir, d'ailleurs le nouvel épisode dédié à l'IA, et puis tout le reste, que ce soit Headshot, nos formats d'interview, ou qu'est-ce que j'oublie encore, probablement un truc et je vais me faire taper sur les doigts. En plus de tout ça, vous avez accès en ce moment, si vous suivez simplement Origami sur Patreon, sans forcément soutenir financièrement, vous avez droit à l'accès à notre calendrier de l'Avent, où on poste chaque jour un petit chocolat. Sauf que le chocolat est probablement un petit sketch en vidéo ou une petite recommandation d'un ou d'une membre de la rédaction étendue. On espère que ce calendrier de l'Avent vous plaît et nous, on est très très contents de publier le petit chocolat tous les soirs à 17h. Pour ça, comme je le disais, vous n'avez qu'à avoir un compte Patreon et à suivre Origami, là-bas patreon.com/origamimedia. On continue l'actu tout de suite. Katsuhiro Harada quitte Bandai Namco, le patron de la franchise Tekken dit au revoir à une entreprise dans laquelle il est resté plus de 30 ans au chevet de la même licence de jeux de baston. Tekken c'était Harada, Harada c'était Tekken, un mec qui s'est fait repérer par Namco pour ses capacités de vendeur à la base et qui les a mises au service de la licence pour en faire le phénomène mondial qu'on connaît aujourd'hui. Son message d'adieu parle de sa réalisation récente, du peu de temps qu'il lui restait en tant que créateur, d'autres envies qu'il veut concrétiser. Il a 55 ans. On imagine que ses idées ne sont devenues que plus obsédantes avec le décès récent de Tomonobu Itagaki, lui âgé de 58 ans. Harada fera ses derniers adieux à la communauté Tekken lors d'un tournoi l'an prochain pour lequel Bandai Namco lui a demandé d'être présent, mais en attendant, il a fait ça en postant un DJ set de morceaux de Tekken sur son SoundCloud, un DJ set de 1 heure. Et si le mec connaît bien sa licence, il est à peu près aussi DJ que moi. Donc ça donne quelque chose de terriblement attachant à l'ensemble. Je vous recommande cette écoute. Et bien sûr, un Katsuhiro Harada, c'est une histoire incroyable autour de la licence Tekken, de comment il a identifié la manière de faire grandir Tekken sur plein de territoires
et bien sûr d'en faire le phénomène que c'est devenu aux États-Unis à partir de Tekken 3, sur lequel il était réalisateur. Il y a quelqu'un qui en parle très bien, c'est Ken, sur la chaîne Merugezu, dans sa bibliothèque, une bibliothèque qui commence à accuser un peu son âge parce que la vidéo a été sortie il y a 7 ou 8 ans, mais je vous recommande cette vidéo. Vous me faites savoir que Kayane a également produit une vidéo sur le sujet et qu'elle est, paraît-il, très bien. Je vous fais confiance parce que je vois pas pourquoi je ferais pas confiance à une vidéo de Kayane. Beaucoup plus proche de nous, c'est le studio français Accidental Queens qui raccroche, et ça explique la récente disparition des boutiques de leurs 3 projets, Normal Lost Phone, Another Lost Phone et All Frequencies. La raison de cette clé glissée sous la porte est manifestement assez simple. L'équipe de développeuses en a eu marre d'essayer en vain de trouver les financements pour Diamonds, qui devait être leur 4e jeu. Pour rappel, l'écosystème financier du jeu vidéo indépendant est tout ce qu'il y a de plus adverse à la moindre prise de risque depuis quelques années, tout ce qu'il y a de plus sinistré, quelque chose que vous savez probablement déjà si vous suivez chez nous les interviews de Marion Bargiaki, et justement, elle avait parlé de Alt Frequencies avec son narrative designer Emmanuel Corneau, qui a travaillé sur plein de jeux indépendants de studios différents. Mais voilà, vu que c'est une de mes interviews préférées de la playlist Headshot, je vous la recommande à nouveau. Accidental Queens négocie actuellement le futur des différentes licences, mais la cofondatrice du studio, Myriam Wally, expliquait récemment que au moins 2 jeux sur 3 risquaient de ne jamais revenir à la vente à cause des complexités de contrats. Alors ce sont les 2 jeux qui étaient édités par Dear Villagers, donc j'imagine que ce sont des complexités de contrats qui concernent également Dear Villagers. Donc ça concerne les 2 Lost Phones, des jeux d'enquête qui vous faisaient en fait fouiller des téléphones retrouvés, où on épluchait l'annuaire, où on répondait à des SMS. Vraiment des expériences différentes et innovantes, d'autant plus que c'était à l'époque. Car j'aimerais le rappeler, Normal Lost Phone, c'était déjà il y a 8 ans. Donc force bien sûr aux membres de l'équipe évidemment, et du succès et ou du bonheur dans vos projets futurs. Du côté de la lutte, cette semaine accueillait aussi une nouvelle déclaration venue du syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo français. Syndicat ouvrier, on le rappelle, a manifestement capitalisé sur plusieurs rencontres récentes, plusieurs événements récents pour venir tisser des liens avec d'autres forces syndicales en Europe et annoncer un rapprochement, ce qu'ils appellent un front uni. Cette coordination touche 5 autres syndicats en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni, avec des connexions directes entre notamment des équipes employées par Ubisoft, mais aussi des accointances parfois plus complexes. Par exemple, le syndicat espagnol CSVI, qui défend les employés d'Ubisoft Barcelone, mais qui s'est aussi illustré dans ses prises de parole vis-à-vis de la situation délétère et désormais, ma foi, classée de feu le studio Pendulo vis-à-vis de l'éditeur français Microids. On a également IWGB, un syndicat britannique pris en ce moment dans le dossier Rockstar, accusé d'avoir abusé de son pouvoir. Rockstar, pas le syndicat, abusé de son pouvoir pour licencier une trentaine d'employés syndicalistes. Une affaire qui commence à attirer doucement l'attention de certains politiques en Grande-Bretagne, ne serait-ce que juste pour faire un peu d'image, et qui avait mené le STJV à aller manifester et faire un petit peu de bruit devant les locaux de Take-Two France en soutien justement pour IWGB. Cette coopération resserrée, elle devrait permettre à chacune de ces bannières d'apprendre de l'expérience accumulée par les autres et de médiatiser plus efficacement les problèmes rencontrés par le secteur en Europe de l'Ouest. Et en parlant de médiatisation de la lutte, ça chauffe doucement mais sûrement chez Shiro Games dans les coulisses de War Tales et de ses différents DLC. Le studio bordelais a récemment vu naître en interne une cellule syndicale estampillée STJV, cellule qui s'est mise en grève ce lundi et ce mardi. Dans le viseur de ce mouvement, des plannings impossibles à tenir qui seraient devenus la norme au sein du studio, selon le communiqué, une multiplication alarmante des arrêts de travail pour burn-out et une politique de sortie obligatoire des DLC, notamment de War Tales, pour la période de Noël, et pratiquer cette politique au mépris des alarmes données par les équipes en matière de faisabilité. Le STJV propose une image, le dernier DLC pour War Tales, celui qui,
devrait bientôt être annoncé, je rappelle que c'est les Game Awards ce soir, n'a eu droit qu'à 2 mois et demi de développement. Un empressement qui semble trouver de l'écho dans l'état des sorties des DLC, puisque sur Reddit, le communiqué lié à cette grève est accueilli d'une flopée de gens qui partagent leur expérience de déception avec les 10 DLC et expriment leur soutien aux équipes. Lundi, c'était 40% de l'effectif du studio qui tenait le piquet de grève devant les locaux, et après reconduction, c'était 50% le lendemain, avec pour objectif d'obtenir du management des négociations et, si possible, des engagements pour stopper la dégradation des conditions de travail et pourquoi pas entamer leur amélioration. Alors que Shiro semble parti pour sortir, pour rappel, 2 nouveaux jeux l'an prochain qui ont déjà été annoncés si vous avez raté leur annonce. Il y a Forever d'un côté et Spacecraft de l'autre, qui ont l'air tous les deux très ambitieux. Donc aux dernières nouvelles, la direction de Shiro aurait fait bloc et nié l'aspect systémique des choses et maintenu sa version durant les négociations, celle d'une somme de problèmes individuels. Les négociations ont donc échoué cette fois, mais un début de rapport de force semble s'être construit pour la suite, à voir s'il pourra se maintenir au sein du studio. On le rappelle, un studio connu pour un très gros turnover annuel. Est-ce qu'on peut vraiment garder cet élan quand il y a un max de gens qui partent et un max de gens qui entrent? Ça, évidemment, c'est le futur qui nous le dira. On entendra peut-être à nouveau parler de tout ça l'an prochain. Espérons que ce soit pour des victoires plus éclatantes et pour de bonnes nouvelles pour tout le monde. On a beaucoup parlé du projet Perfect Dark de Xbox et The Initiative récemment, particulièrement à cause de son annulation, bien sûr, avec des effets directs sur le studio qui a fermé et sur Crystal Dynamics qui travaillait dessus en tant que prestataire et qui a dû licencier faute d'autres projets pour soutenir les salaires. On réentend parler du jeu depuis quelques jours parce que le rebond semble beaucoup plus aisé pour les grands cadres de The Initiative. Le directeur du studio, Darrell Gallagher, et le directeur créatif, le dernier directeur créatif à date du projet, Brian Horton, ont été repêchés par 2K Games, qui leur a confié les commandes d'un tout nouveau studio dont on ne connaît ni le nom, ni l'ambition à terme, même si on imagine qu'il s'agira encore de parler de AAA. Les deux, pour rappel, sont des anciens de Crystal Dynamics. C'est d'ailleurs ce qui avait un petit peu créé la diagonale avec ce studio de co-développement. Horton était réalisateur de Rise of the Tomb Raider avant de partir chez Insomniac et d'assurer le rôle de directeur créatif sur Spider-Man, Spider-Man Miles Morales, Ratchet & Clank Rift Apart et Spider-Man 2. Et lui avait rejoint Perfect Dark sur les tout derniers mois, fin 2024, vraiment avant que le projet ne prenne un missile sur la tête. Quant à Gallagher, il a été directeur artistique puis directeur tout court de Crystal Dynamics, justement, directeur des studios occidentaux de Square Enix, quand c'était encore un truc, et ensuite appelé pour diriger The Initiative, qu'il a dirigé pendant les 7 années d'existence compliquée du studio. On le rappelle, un studio qui n'a finalement jamais rien sorti. Mon ex-collègue fait bien de le rappeler sur Gamecult, Jarrod, le pédigré récent de 2K Games, c'est lui aussi assez peu enviable, entre un projet BioShock 4 en grande galère, le projet de Ken Levine, Judas, qui n'est pas BioShock 4, mais lui aussi en souffrance, les déboires de Hangar 13 avant qu'il n'arrive à sortir Mafia The Old Country, et puis le studio 31st Union, dont le projet façon Fortnite un petit peu, a été dévoilé dans une indifférence absolument générale l'an dernier. Donc ça rebondit bien au pays des vétérans. Reste à savoir si on finira par ressentir les effets de ce rebond de notre côté de la barrière, à savoir avec des jeux. Du côté de chez Activision, le choc Black Ops 7 a, semblerait-il, été assez rude, assez en tout cas pour que l'éditeur prenne la plume et reconnaisse à demi-mot, pas forcément demi d'ailleurs, l'échec de cet épisode. En lieu et place du traditionnel moment de célébration qui présente les bons chiffres pour donner l'impression que chaque épisode surpasse le précédent, cette fois, les acheteurs et les internautes de manière générale ont eu droit à un message qui met directement les pieds dans le plat, qui s'appelle un message de l'équipe Call of Duty, j'ouvre les guillemets. Call of Duty connaît un succès durable grâce à vous, une communauté passionnée qui réclame l'excellence et qui ne mérite rien de moins. Nous savons aussi que pour certains d'entre vous, la franchise n'a pas entièrement répondu
à ses promesses et à vos attentes. Le message continue en promettant que l'épisode Black Ops 7 va se relever. Souvenez-vous, Battlefield 2042, on ne laisse pas les jeux mourir dans un coin parce qu'ensuite ça vient teinter la licence de toute cette saloperie. Il faut relever les jeux. Et puis c'est les équipes qui sont heureuses, bien sûr, que l'équipe, bien sûr, le message le dit, a compris ce que veulent les joueurs maintenant et va leur donner ce qu'ils veulent dans les mois qui viennent, avec une punchline qui fait, pour le coup, franchement froid dans le dos dans ce communiqué. Nous ne nous reposerons pas tant que Black Ops 7 n'aura pas gagné sa place parmi les meilleurs Black Ops que nous ayons créés. Très bien. Fort heureusement, la solution d'Activision, elle ne réside pas dans encore plus de sueur, pas que dans encore plus de sueur et de sang versés par les équipes, qui sont déjà, pour rappel, en constante tension sur une licence annuelle. Fort heureusement, ils esquissent au moins dans ce communiqué un semblant de truc qui incomberait à Activision en tant qu'éditeur. Donc la stratégie commerciale de la licence semble partie pour s'adapter à ce signal envoyé par le marché. Activision dit ne plus vouloir sortir de Black Ops ou de Modern Warfare de suite, sachant que, pour rappel, ce ne sont pas les mêmes studios dessus. Il me semble que c'est quelque chose qu'ils avaient déjà dit qu'ils ne voulaient pas faire. Ils ont effectivement cassé cette règle et voici le résultat. Ils parlent de réinstaller une alternance pour donner à nouveau aux deux sous-franchises des chances d'évoluer chacune de leur côté. Moi, il a fallu que j'aille lire des forums pour apprendre quelles étaient les différences fondamentales entre Black Ops et Modern Warfare, au-delà simplement de l'installation scénaristique de leur solo, mais il semblerait qu'il y en ait. Bon, c'est pas non plus le grand hiatus créatif d'Assassin's Creed après Syndicate, où on avait dit, écoutez, on arrête là d'en produire pour le moment et on revient avec une formule plus RPG, on a des idées, machin. Mais l'air de rien, la communication confirme qu'il s'est passé des trucs en cette fin d'année pour le public Call of, et que ça n'a pas du tout été comme sur des roulettes, finalement. Bon, on a bien sûr Battlefield 6 d'un côté qui a beaucoup occupé le public Call of en venant chasser sur son terrain, notamment en termes de game feel. On a Ark Raiders de l'autre, sachant que les deux ont des lignes de vie assez curieuses et différentes en ce moment. Et par exemple, voilà, la hype Battlefield 6 a pris un petit coup dans les lampions avec le lancement de la saison 1 qui a été bardée de skins fluo alors que 2 semaines avant on se moquait des skins fluo dans Call of Duty, et puis surtout avec le lancement du mode Battle Royale qui s'appelle Battlefield RedSec, qui se fait écarteler sur internet partout où je regarde. C'est-à-dire qu'il a vraiment très mauvaise presse et je soupçonne vraiment cette mauvaise presse de venir même éclabousser les réussites et le reste de la proposition de Battlefield 6 qui, elle, je l'ai trouvé, est, ma foi, de très bonne qualité. Pour les questions éthiques et le fait que bientôt, quand on jouera à Battlefield 6, on jouera à un produit du PIF de la couronne saoudienne, ça, c'est évidemment un autre sujet. Un petit point cool pour atterrir. Si vous vous demandiez ce qu'il est advenu des gens qui ont bossé sur Sable, eh bien, le directeur créatif du jeu, Grégorios Kisreotis, a récemment annoncé l'ouverture d'un nouveau studio qui s'appelle Eteo, E-T-E-O, une entreprise qui a pu se monter grâce à la confiance de Outer Sloth, pour rappel, qui est une bourse à l'édition fondée par le studio derrière Among Us. Ce sont eux qui vont financer le premier projet du studio Eteo, duquel pour l'instant on ne sait rien, mais qui serait prévu pour 2027. Donc, pour l'instant, patience et pas vraiment d'actualité. Sauf que, en parallèle du studio Eteo, Kisreotis lance Eteo Archetypes, qui est une sorte de blog collaboratif qui recevra des pros du JV de passage pour un ou plusieurs articles pour parler de jeux vidéo et de la création de jeux vidéo, et puis peut-être aussi de la critique de jeux vidéo, enfin bref, plein de choses. Une sorte de petit média en fait. Le but, c'est de travailler sous forme de cahier thématique. Et on a déjà un premier en préparation sur la thématique des villes volantes, avec 3 articles qui sortiront bientôt, dont vous pouvez déjà lire des teasers sur le site de Eteo Archetypes. Un sur Gravity Rush 2 par le journaliste Christian Dolan, qui travaille notamment sur Eurogamer. Un sur Apex Legends par la journaliste Emma Kent. Et un 3e qui me branche tout particulièrement, Gareth Damian Martin, la personne au cœur des projets Citizen Sleeper, sur un article consacré à Skies of Arcadia et à l'optimisme Blue Sky façon Sega. Évidemment que j'ai envie de lire ça. Donc je me suis abonné à la newsletter
et j'attends que ce premier cahier sorte. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que la couverture de l'actualité vous a plu. Je laisse la place directement à Internet Explorer si vous nous suivez en podcast ou sur YouTube. Sachez qu'il y a déjà à l'heure, quasiment déjà à l'heure où vous écoutez ça, un nouvel épisode d'Internet Explorer dédié à l'IA sur notre Patreon, patreon.com/origamimedia. Prenez grand soin de vous, merci d'avoir été là, merci pour votre curiosité et à très bientôt sur Origami, par exemple dans l'hebdo. Salut!